la reconstruction de Notre-Dame. Comprenez-vous, vous, ces polémiques à propos des dons qui atteignent, on sait maintenant, près d'1 milliard d'euros? Toutes ces grandes entreprises dont on dit qu'elles pourraient profiter de la défiscalisation. Alors, je précise, la famille Pinault a expliqué, elle, qu'elle souhaitait renoncer à cette défiscalisation. Est-ce que c'est une polémique que vous entendez? Assez peu, je dois dire, parce que je pense qu'il faut quand même profiter de ces moments d'émotion collective. C'est comme ça qu'on forme un peuple, en fait. Et dans un moment de l'histoire où, en fait, on a de moins en moins conscience de ce qu'on fait ensemble, je pense qu'il faut savoir rester dans ces instants qui nous font exister en tant que nation. Et j'ai entendu des gens dire, oui, ils donnent pour des pierres, mais il s'agit de beaucoup plus que de pierres. Il s'agit d'âme, d'histoire, de lettres, de tradition. Et donc, je pense que c'est très bien qu'on donne de l'argent pour reconstruire Notre-Dame. Après, je comprends l'émotion, c'est-à-dire qu'on nous explique constamment qu'il n'y a pas d'argent. Et là, tout d'un coup, il y a 1 milliard. Très vite trouvé, au fond. Très vite trouvé. Il y a quand même un étonnement quand on voit que 50% de dons en moins des gens qui étaient assujettis à l'ISF, quand on supprime l'ISF pour les associations. Sur le fond, vous êtes partisan de quel type de reconstruction? Il y a un débat aujourd'hui. Est-ce qu'on reconstruit à l'identique, par exemple la flèche de Viollet-le-Duc, ou est-ce que chaque époque doit apporter sa touche? Quelle est votre, presque comme essayiste, quelle est votre position? Moi, vous savez, je ne suis pas du tout un philosophe conservateur. J'essaye de voir que l'identité d'une nation peut évoluer. Mais je ferai attention, en fait. Attention à pas trop cultiver le culte de la modernité dans un édifice qui est quand même censé nous transmettre quelque chose de notre passé. Et donc, il faut faire attention. Moi, je me souviens qu'il y a eu des volets de bois vert au moment où François Mitterrand a pensé la pyramide du Louvre. On disait que c'était détruire le Louvre. Aujourd'hui, c'est tout à fait admis que c'est un monument qui convient à son espace et qui a renouvelé le Louvre. Mais je ferai attention. C'est-à-dire qu'on va faire quand même, j'espère, attention à ne pas détruire ce monument en cultivant une forme de modernisme un peu idiot. La volonté du chef de l'État d'exprimer mardi de reconstruire en 5 ans, ça vous paraît raisonnable ou... Non, enfin moi, si je suis honnête avec vous, j'ai trouvé que son allocution était ni faite ni à faire. Alors, c'est pas le moment des polémiques, c'est pas très important en réalité, mais arriver et dire on va le faire en 5 ans, je ne sais pas. Enfin, les experts disent que ça prendra 10 ou 15 ans pour reconstruire. J'aimerais surtout, moi, qu'on fasse très attention à pas mal la reconstruire, c'est-à-dire à ne pas détruire l'âme de Notre-Dame. Donc si ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans. Si ça prend 15 ans, ça prend 15 ans. Ce n'est pas le président de la République qui va décider du temps que prend un chantier. Vous ne voyez pas que l'intervention du lendemain, elle était dictée par le télescopage de la veille, c'est-à-dire qu'à 20h, il devait annoncer les grandes mesures de sortie du grand débat national. Vous les avez vues, les annonces? Vous les avez regardées? Vous les avez épluchées? Comme vous, je suppose, j'ai lu la presse. Je ne suis pas dans le secret des dieux romains, mais j'ai lu la presse, oui. Alors la suppression de l'ENA, par exemple. Ouais. C'était réclamé par certains sur les ronds-points. C'est une bonne idée ou c'est de la démagogie? Moi, je dis qu'il faut faire attention. Le problème, en France, effectivement, il y a un problème sur une technostructure qui décide, en fait, des politiques qui sont menées. Et évidemment, il y a un problème d'entre-soi des élites françaises, et en particulier, dont l'ENA est le symbole. Maintenant, le problème, c'est pas l'ENA. Le problème, c'est pas qu'on ait des bons technocrates. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique pour les diriger. Le problème, c'est quand l'ENA a le pouvoir. Ce n'est pas l'existence de l'ENA le problème. Le problème, c'est la représentativité de l'ENA, c'est-à-dire l'accès, le côté sociologiquement prédéterminé de l'accès à l'ENA. Et c'est d'autre part le fait qu'en fait, l'ENA ait le pouvoir. C'est ça le problème. La question, elle se pose aux politiques. Vous savez, on a eu quand même une succession, je pense, de leaders politiques plutôt mauvais et assez cacophoniques en France. Et si on a un État qui tient, c'est quand même qu'on a des techniciens des services publics et de l'État qui sont très bons. Se servir de l'ENA comme bouc émissaire, ça ne suffit pas. Si on veut faire une France moins technocratique, moins pyramidale, moins verticale, où les préfets ont moins de pouvoir et où les maires en ont plus, ça s'appelle la décentralisation. Ça, c'est un aspect qui est plus intéressant. C'est-à-dire qu'on nous avait promis un pacte girondin. Résultat, on s'est retrouvé avec, au contraire, une concentration extrême des pouvoirs, une recentralisation de la prise de décision.
Et donc, si on veut vraiment démocratiser la France, c'est pas l'ENA le problème. Le problème, c'est la décentralisation. Est-ce que vous avez perçu une dimension un peu sociale, tournant social dans les annonces? Je pense par exemple à la réindexation des petites retraites sur l'inflation, l'annonce de ne plus fermer d'écoles et d'hôpitaux, la prime spéciale, les impôts pour les classes moyennes. Vous avez perçu ça ou vous l'analysez comme tel ou pas? Alors, je pense que c'est pas à la hauteur de la crise sociale qu'on est en train de vivre. Mais après, il y a des mesures, quand on les prend une à une, qui sont intéressantes. Le moratoire sur la fermeture des hôpitaux et des écoles, c'est plus que nécessaire. Moi, j'ai fait plusieurs maternités qui fermaient et ça détruit un territoire. Réellement, ça détruit un territoire et ça détruit même psychologiquement un territoire, pas seulement l'aspect physique du problème. Et donc, je pense que ça, c'est une bonne mesure, ce moratoire. Je pense aussi que les mesures annoncées sur l'éducation sont intéressantes. Une ou deux mauvaises mesures, des choses sur lesquelles vous êtes radicalement opposé? L'absence de prise en compte de l'injustice fiscale. C'est-à-dire que je crois que sur cette question-là, alors il dit qu'il va étudier la question de l'ISF, mais sur cette question-là, je pense qu'on est complètement en dessous de la situation. Et la deuxième chose qui est pour moi extrêmement importante, c'est quelle est l'origine de la crise des Gilets jaunes? Quelle est l'origine? L'origine, c'est la fiscalité verte, comprise sans aucune quête de justice sociale, sans aucune considération sociale. C'est-à-dire le fait de faire payer les gens qui ont besoin de leur voiture diesel pour aller travailler, quand on ne fait pas payer les gens qui prennent l'avion pour partir en week-end à Barcelone, et quand on fait des cadeaux fiscaux à Total. L'écologie a disparu quasiment du discours. Et donc on a là un problème, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mesures qui sont intéressantes, mais il n'y a aucun plan de société. Le président français Emmanuel Macron dit il y a quelques jours qu'il refuse que la France entre dans des négociations commerciales avec les Américains parce que Donald Trump est sorti de l'accord de Paris. Or, la France se retrouve isolée seule. Les négociations vont avoir lieu. Alors, la position de la France, en l'occurrence, est juste. Moi, je n'ai pas de problème, je ne suis pas un opposant pavlovien. Quand Emmanuel Macron dit quelque chose qui correspond à mes convictions, je vais vous dire... Surtout face à Trump. Voilà, il a raison, et ces accords de libre-échange, et d'ailleurs, il a eu tort, par contre, de ne pas bloquer l'accord de libre-échange avec le Canada. Ces accords de libre-échange nous lient les mains. C'est-à-dire qu'ils nous empêchent d'imposer les normes environnementales et sociales qu'on désire en tant que peuple. Et donc, il faut sortir de cette logique des accords de libre-échange. Et on a raison de bloquer ou d'essayer de bloquer les accords avec les États-Unis. Maintenant, à l'échelle européenne, il y a quand même une chose qu'il faut noter. Que ce soit sur le Brexit ou sur la question des accords de libre-échange, c'est l'incapacité d'Emmanuel Macron à entraîner des autres Européens avec lui. Or, la promesse qui a été faite par Emmanuel Macron, et je pense qu'il y a énormément de Français qui ont voté pour lui, précisément pour cette raison, pour ces drapeaux européens qui étaient agités dans ces meetings pendant la campagne présidentielle, c'est qu'il allait relancer la construction européenne. En réalité, sa stratégie jupitérienne, qui lasse les Français, ou les énerve même, est encore plus mal perçue qu'en France à l'échelle européenne. Il y a un problème d'attitude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se comporter en Europe comme un petit Bonaparte. On n'est pas Robespierre, on n'est pas Bonaparte, il faut construire des coalitions, et la réalité, c'est qu'il en est profondément incapable. Et pourquoi? Mais on va le voir dans ces élections européennes. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle européenne, le débat, il n'est pas celui qu'Emmanuel Macron cherche à imposer en France. Ce n'est pas les progressistes contre les nationalistes. Ce n'est pas moi ou le chaos. À l'échelle européenne, il y a des clivages entre les nations, mais il y a aussi des clivages entre la droite et la gauche qui persistent, qui perdurent. Et au Parlement européen, les principales forces du Parlement européen, ce seront d'un côté les sociodémocrates et de l'autre les conservateurs du PPE. Donc la gauche et la droite. Stéphane.